Notre question est: la révolution est-elle une révolte qui a réussi? Notre avis est partagé. Alors moi je pense que la révolution elle a réussi parce que dans la révolution des Allemands par exemple, à la fin de la révolution, il y a le mur de Berlin, il a été cassé. C'est-à-dire que les révoltes des Allemands de l'Est ont abouti à la disparition du mur de Berlin. D'accord. Oui, mais même si avant la révolte, la révolte a marché, avant il y avait plein de révoltes et pourtant ça n'avait pas marché. Donc, c'est pas forcément, elle n'a pas réussi du premier coup, ça vient sur le temps. C'est comme les droits des femmes, au début elles ont eu le droit de vote, mais là elles ont toujours des droits de moins que les hommes. Donc c'est une révolte sur le temps. Qui doit s'accomplir sur le temps. Oui. Après, il n'y a pas que le temps, il y a aussi l'ampleur de l'événement. Par exemple, s'ils sont beaucoup plus nombreux, forcément ça touche plus de monde, donc il y a plus de chances qu'ils aient ceux qui réclament. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis. Par rapport au film que vous avez vu, Le Vent de la Liberté, ce ne sont que deux familles qui essaient de fuir. Bon, il y en a eu d'autres. Est-ce que ça a un impact finalement? Après, ça fait. Vas-y. Dans le film de Berlin, mais comme on l'a dit, c'était deux familles qui étaient en train de se révolter, mais après qu'ils soient passés de l'autre côté du mur, il y a une révolte, et du coup, grâce à cette révolte, le mur s'est effondré. Donc c'est sur le temps là aussi, puisqu'on est en 79, le mur ne s'effondre qu'en 89. Il disparaît qu'en 89. Donc finalement ça a eu un impact, mais sur le long terme. Oui. Du coup, il y a eu d'autres révoltes comme ça, surtout une révolution en particulier. Il y a eu la Révolution française par exemple, où là il y a eu une grande ampleur. Il y a eu beaucoup de personnes qui se révoltaient, et sur une distance de temps assez grande. Et là, il y a eu des changements, ils ont eu ce qui est réclamé, et ça, je pense que c'est grâce à leur nombre et la portée que ça a eu. Donc c'est l'ampleur qui a fait que ça a eu ensuite une telle... Après, je suis d'accord avec Lucas, il y a par exemple dans la Révolution française, il y en a qui sont battus pour avoir ce qu'ils veulent. Et après, il y a aussi l'organisation. Par exemple, eux, ils étaient bien organisés, ils avaient un plan, ils savaient quoi faire. Il y a des fois où il y a déjà eu des manifestations à l'arrache, qui n'étaient pas prévues, mais qui... sans objectif bien précis. Ouais, voilà. Sans... Par exemple, on est là pour être là, mais c'était pas planifié, par exemple. C'est pour ça que ces révoltes-là, qui ne sont pas préparées, ne fonctionnent pas forcément. Par exemple, pour qu'une révolte fonctionne, il faut que ça a de l'ampleur, que ce soit préparé à l'avance, que ça a un impact commun. Donc finalement, pour vous, une révolte qui réussit, c'est 1. L'ampleur du mouvement, 2. Des objectifs avec une organisation. Est-ce que vous partagez tous? Enfin moi je juste... Oui, même s'il y a des révoltes qui n'ont pas réussi, comme dans le RSS, il y a eu beaucoup de révoltes pour changer cette manifestation. Et même si il y a plus de 3 millions de fermiers dans l'URSS, ils ont manifesté. Ah oui, tu parles du problème des goulags. Oui, du goulag. Et ils sont allés dans le goulag, même s'ils étaient nombreux, ils sont quand même allés. Donc ça augmente le risque. Il y a aussi un risque de se faire prendre ou de se faire tuer. La révolte contre la collectivisation des terres, ça a été un échec. Oui. Hein, et presque 3 millions effectivement de paysans ont été déportés. après, c'est comme en ce moment, il y a les jeunes qui se révoltent, mais ça n'avance pas à grand-chose. Ça n'aboutit pas. Il n'y a pas, vous ne sentez pas qu'il y ait un aboutissement. Non, pas vraiment. Après, quand on se révolte, parfois ça peut mener à quelque chose ou parfois ça change rien. Vous êtes sûr que ça ne change rien? Qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui après ça sera plus comme avant? Mais si, ça a changé. Enfin, avant, ça a changé. Il y en a qui ont eu plus de liberté. Mais ça dépend de quoi.
parce qu'il y a certaines révolutions qui n'ont rien changé. Comme par exemple, comme a dit Baptiste, par rapport à l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que l'égalité, finalement, ça n'a pas été un combat, mais c'est des combats qu'il faut mener. Parfois, dans les révolutions, souvent, ça commence par quelque chose de pacifiste, il n'y a pas de violence ni rien, et parfois quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, et qu'ils comprennent que ça ne changera pas si on ne s'y prend pas par la force, parfois ça dégénère et... En révolte violente. Oui, voilà. Comme les grosses révolutions comme ça. Comme ici, il y a une révolte qui n'a pas marché, c'est celle dans les années 30, en mai 34, je crois, qui est organisée par le parti extrémiste de droite. Oui, la tentative, oui, février 34, oui. De Paris, et pourtant ça n'a pas marché. Il y a eu une tentative, effectivement, de prise du pouvoir, hein, qui a échoué. Oui. Après, par exemple, il y a la prise du pouvoir du parti bolchevique en Russie. Et là, c'était un coup d'État. Voilà, c'est pas vraiment une révolte, c'est un coup d'État. C'est une minorité qui tente de prendre le pouvoir. Après, au début, c'était plus une révolution, c'était plus une révolte. Février, c'est plus une révolution populaire. Justement, je reviens sur février 34. Est-ce que c'était une révolte populaire ou finalement un coup d'État, un coup de force? Une révolte populaire. En quoi tu peux dire que c'était une révolte populaire? Parce que il y a beaucoup de gens qui voulaient y avoir un gouvernement qui s'appuyait sur les idées des partis d'extrême droite, comme l'Italie et l'Allemagne. Alors justement, comment on mesure une ampleur? Tu dis, il y avait du monde, donc c'était populaire. Quel est le critère pour dire que ça prend de l'ampleur? Février 34 toute la France, presque toute, beaucoup, un grand nombre de Français se révoltent. Février 34, c'est la France qui se révolte? Non, c'est que Paris. Donc c'est un coup d'État. C'est une manifestation importante, oui, qui dégénère en tentative de coup de force. Finalement, c'est très Paris, ça se passe à Paris. Hein. Après, il y a des coups de force, hein, comme il a donné l'exemple sur la révolution bolchevique d'octobre 17. Hein. Oui. Après, il y a des fois où ça commence pas par une révolte, mais directement par un coup d'État. On sent que Napoléon, il a pris le pouvoir par un coup d'État directement. Et il n'a pas fait une révolte de lui, il a directement pris par un coup d'État. Donc il faut bien distinguer ce qui est une révolte dite populaire de ce qui est un coup de force ou un coup d'État d'un homme. D'accord? Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter? Ou conclure? Puisque j'ai compris que vous aviez des avis plutôt partagés. Oui. Est-ce que vous restez sur cette position d'avis partagé? Finalement, une révolution, c'est une révolte qui a réussi. Oui, mais à condition. Oui. Vas-y. Une révolte, c'est une révolution qui a réussi si il y a de l'ampleur, si c'est organisé et si ils ont des objectifs à réaliser. Sauf que des fois, même ces révoltes qui sont organisées, qui ont de l'ampleur, ils ne peuvent pas forcément réussir. À entraîner, je dirais, le reste de la population peut-être? À entraîner le reste de la population ou des droits en plus qu'ils voulaient ou des objectifs qu'ils voulaient. Après, selon ce qu'ils réclament, il y a une façon de s'y prendre. Et par exemple, il y a des fois où on est tellement à leur liberté que là, parfois, il faut les prendre par la force directement. Il y a des fois où ça peut commencer tranquillement pour montrer le mécontentement. Et après, je pense qu'il faut d'abord réfléchir sur la façon de s'y prendre avant de manifester ou de se... Vous êtes d'accord? Oui.